Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Call Hebdo. Nous allons parler de ce qui s'est passé au niveau de notre portefeuille lors de la semaine écoulée, celle du 7 au 11 avril. C'est l'objet de la newsletter numéro 41 que je viens de publier sur Substack et sur LinkedIn et que vous avez reçu déjà dans votre mailbox si vous êtes abonné à cette newsletter. Je vous rappelle que pardon, l'abonnement est gratuit. Alors, c'est parti. On va, comme d'habitude, tout de suite au niveau de la page du revenu attendu. Notre portefeuille, donc au terme de 20 ans de travail, devrait générer un niveau de revenu net, donc après impôt mensuel, de 4 205 $. C'est ce que vous voyez dans l'histogramme sur cette page, la partie encadrée en rouge. Donc, on est largement au-dessus de l'objectif fixé pour ce portefeuille, qui est de réaliser au moins 4 000 $ de revenus nets mensuels dans 21 ans. Donc, voilà. Je vous rappelle les principales données du portefeuille. Un investissement de départ de 100 000 $, des versements annuels complémentaires de 2 400 $, donc 200 $ par mois. Des dividendes qui sont donc réinvestis pendant 20 ans et qui commencent à être consommés à partir de l'année 21. C'est pour ça que je parle donc de ce montant de 4 205 en année 21. Les dividendes sont imposés à 15%. Évidemment, à travers ce graphique, vous pouvez voir ce que ce portefeuille donnerait si votre horizon de gestion était différent des 20 ans qui sont le base case de ce portefeuille. Donc, on va de after 1 year, c'est-à-dire les 12 prochains mois, jusqu'à dans 40 ans. Donc, ça vous donne quand même une idée assez vaste de ce que vous pouvez attendre de ce portefeuille. Et puis, vous pouvez, en allant sur l'avant-dernière, je vous la montre juste comme ça, l'avant-dernière page de la présentation, elle est ici. Vous pouvez faire varier les autres. Elle est ici, pardon. Pourquoi elle ne s'affiche pas? Je ne sais pas. Bon, ben, je ne peux pas vous la montrer, mais elle vous permet de faire des simulations en faisant varier non seulement donc l'horizon temporel. Si vous n'avez que l'horizon temporel à faire varier, bah, cette page vous suffit. Mais sur la page en question, vous pouvez faire varier également l'investissement de départ, donc les 100 000 $, les versements annuels complémentaires, donc les 2 400 $, et vous pouvez également faire varier le taux d'imposition. Moi, j'ai pris 15% comme base case, mais en France, a priori, la plupart des gens, puisqu'on parle d'un compte titre, seront imposés à la flat tax de 30%. Donc, vous pouvez faire vos simulations. Vous voyez, alors je ne peux pas vous le montrer ici, mais en cliquant, quand vous avez le PDF dans votre mailbox, vous cliquez ici et vous avez accès à cette fameuse page pour faire vos simulations. Donc, on revient à notre portefeuille de base. Cette slide montre la même chose que la précédente, sauf qu'elle n'est pas exprimée en dollars, en unités monétaires, mais en pourcents. Et elle vous montre l'évolution du rendement attendu de votre portefeuille tout au long donc de l'horizon d'investissement. Et en l'occurrence, on s'arrête bien évidemment à 20 ans. Donc, le taux de rendement net d'impôt de ce portefeuille est prévu de passer de 6% au cours des 12 prochains mois et on devrait être à 34% en année 21, après 20 ans. 34%, ça représente quoi? Ça représente les dividendes pas rapportés au cours de bourse, parce qu'il est bien évident que on n'a aucune idée de ce que seront les cours de bourse dans 20 ans, mais rapportés à nos achats, c'est-à-dire à l'ensemble de l'argent qu'on a dépensé sur ce portefeuille, qu'on a investi dans ce portefeuille depuis le lancement. Après 20 ans, en l'occurrence, l'ensemble de l'investissement sur ce portefeuille, ça sera de 148 000 $. Les 100 000 $ de départ,
plus 20 versements annuels additionnels de 2400 $ chacun, ça fait 148. Donc, ça veut dire qu'au bout de 20 ans, vous aurez versé 148 000 $ dans ce portefeuille. Et au cours de la seule année 21, l'argent que vous allez recevoir au titre des dividendes de ce portefeuille va représenter plus d'un tiers de ces 148 000 $. Donc, vous aurez en année 21 remboursé plus d'un tiers de tout l'argent que vous avez investi sur ce portefeuille au cours des 20 années précédentes. On continue, le commentaire hebdo. Donc, en termes de dividendes, on a eu une seule annonce cette semaine en provenance de EPD, qui est une midstream nord-américaine, c'est-à-dire les sociétés qui possèdent et gèrent des infrastructures de, alors pas de production ni de raffinage, mais midstream, donc on est au milieu. Dans l'oil and gas, on est donc au niveau du stockage, de la distribution, du transport, etc. Donc, EPD a fait une annonce de dividende, stable, donc il n'y a pas de changement dans nos prévisions. On a encaissé 47 $ de dividendes cette semaine en provenance de Franklin Templeton, dont le code c'est Benjamin Franklin. Alors 47 $ de dividendes, bon, c'est pas une grosse semaine, mais la semaine précédente, on avait enregistré 380 de mémoire, 380. Je ne sais plus si c'est 17 ou 394, mais un montant de dividendes assez énorme. C'est ce qui se passe souvent. La semaine dernière, c'était la dernière semaine du mois ou c'était la semaine précédente, la dernière semaine du mois de mars. C'est toujours une semaine très, très généreuse en termes de dividendes. Donc, ça veut dire qu'au total, depuis le début du mois d'avril, on en est maintenant à 444 $. Et si on ajoute les versements hebdomadaires, donc les fameux 2400 $ par an, on les calcule, on les rapporte au niveau de la semaine. Ça veut dire que depuis le début du mois d'avril, on a encaissé 555 $, qui sont inclus dans la ligne cash du portefeuille. Et ces 555 $, qui d'ici la fin du mois d'avril, bien évidemment, vont encore augmenter, seront réinvestis lors du premier lundi du mois de mai. Aucun arbitrage dans le portefeuille cette semaine. En termes des différents scores, il n'y a pas de nouveauté. Le score de fiabilité, il reste stable à 70. La part de nos sociétés bénéficiant d'un rating investment grade de la part de S&P, c'est-à-dire triple B- et au-dessus, reste à 71%. Le revenu du portefeuille augmente cette semaine à 4205. C'est en croissance de 16 $ par rapport aux 4189 de la semaine dernière. C'est assez, c'était plutôt inattendu puisque quand on augmente la part, dès qu'en fait on reçoit un dividende ou des dividendes au cours de la semaine, ces dividendes sont accumulés au sein de la position cash. Et la position cash, elle a une rémunération de 3,5% annuelle seulement, alors que le reste du portefeuille, les titres du portefeuille ont bien évidemment une rémunération bien supérieure. Donc en fait, quand on augmente la pondération de cash au sein du portefeuille, ça fait baisser le taux de rendement du portefeuille et donc, toutes choses égales par ailleurs, le revenu mensuel net attendu après 20 ans. En l'occurrence, il a augmenté cette semaine parce que l'impact négatif de la liquidité, l'augmentation de la liquidité en portefeuille est plus que compensé par la forte baisse qu'on a eue cette semaine du dollar américain par rapport au dollar canadien. Évidemment, tout ça n'est pas étranger à ce qui se passe, qui est en train de se passer, et ce qui va sans doute continuer de se passer en liaison avec les annonces de la nouvelle administration américaine. Le rendement sur cours d'achat, j'en ai parlé, donc les 6%, aujourd'hui, on passe à 34% attendu en année 21. La valeur du portefeuille devrait atteindre 937 000 en année 21, 937 000 $ en année 21, à comparer aux 101 167 $ qui est la valeur du portefeuille aujourd'hui, enfin à vendredi, à hier soir, soit une performance moyenne annuelle avant impôt de un peu plus de 11%. Qui est donc plus d'un point supérieur à ce qui a été la performance total return du S&P sur, on va faire simple, sur les 100 dernières années.
Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Tout ça, ça sert à démontrer qu'on peut avoir une gestion de dividende, on peut avoir une gestion par laquelle notre priorité, c'est de recevoir un revenu. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tout ça va au détriment de la performance de notre portefeuille. C'est uniquement une question de temps. L'avantage des dividendes, pour que la fair value de votre portefeuille, la valeur vraie, la valeur juste de votre portefeuille s'exprime, en admettant bien évidemment que vous ayez construit un portefeuille de valeur de qualité. Sinon, évidemment, la problématique change. Il faut du temps pour que la juste valeur de votre portefeuille s'exprime, parce qu'à court terme, ce que vous voyez, c'est uniquement de la volatilité. L'avantage des dividendes, c'est que les dividendes vous payent pour attendre justement que le temps fasse son œuvre et permette à la juste valeur de votre portefeuille de s'exprimer, donc à la performance de s'exprimer, et donc à la plus-value d'apparaître dans votre portefeuille. Donc, in fine, avec une gestion de dividendes de qualité, vous avez les deux. Vous avez le revenu qui tombe très régulièrement, après libre à vous d'en faire ce que vous voulez, et vous avez la performance de votre portefeuille qui se construit lentement au fil du temps. En termes de performance, j'imagine que vous avez noté que les marchés ont été un petit peu volatiles cette semaine. Ça fait déjà 3 semaines. Alors, les 2 semaines précédentes, le portefeuille avait extrêmement bien résisté, ce qui lui avait permis de rattraper tout le retard accumulé. Cette semaine, l'indice, le marché, même au prix d'une très forte volatilité, a rebondi fortement. Le S&P est en croissance de pratiquement 6% cette semaine. Nous, on a perdu 1,4. Donc bon, c'est un petit peu ce qui a été massacré rebondit et inversement. Donc c'est pas absolument aucune inquiétude. D'ailleurs, si on élargit un petit peu l'horizon temporel et qu'on regarde ce qui se passe au niveau de notre portefeuille par rapport au marché américain depuis le lancement, donc depuis le 30 juin 24, notre portefeuille fait moins 0,9, le S&P fait moins 0,7. Donc, grosso modo, on est au même niveau. Comme vous le savez, je vous donne ça uniquement à titre indicatif parce que l'objectif de ce portefeuille n'est pas du tout ni de traquer, ni de battre un quelconque indice que ce soit. L'objectif, c'est de générer un revenu et d'atteindre un objectif de revenu après 20 ans, donc dans 21 ans, en l'occurrence, un objectif de revenu qui soit au moins de 4 000 $ mensuels net. Donc, ce qui est intéressant cette semaine, c'est que notre portefeuille a baissé, donc on a perdu 1,40. On a largement sous-performé le S&P, qui lui est en hausse de 6. Et pourtant, on a encaissé nos dividendes comme prévu. On a un calendrier, en fait, des dividendes attendus. Donc, on attendait 47 $ de Franklin Templeton, et ben on les a touchés. Donc, on a touché les dividendes qui étaient prévus. Et en plus, on a un portefeuille qui, bien que sa valeur, comme on vient de le dire, son prix a baissé de 1,40 cette semaine, son niveau de revenu attendu, comme on l'a dit tout à l'heure, a augmenté de 16 $ et a passé les 4 200 $, 4 205 pour la précision, ce qui veut dire qu'on a, alors c'est pas énorme, mais on a quand même une marge de sécurité de 5% au-dessus de l'objectif de 4 000 $ qu'on avait fixé au lancement en juin 24. Donc, c'est quand même pas mal. Je vous dis ça pour vous montrer en fait la totale décorrélation entre les dividendes et les cours de bourse. Et c'est à ça que servent les dividendes, en fait. C'est à vous permettre lorsque les cours de bourse sont complètement volatiles, lorsque tout s'effondre, que vous avez du rouge partout sur votre portefeuille et que les médias vous disent que c'est la fin du monde, les dividendes qui continuent d'être payés, ça vous permet de garder la tête froide et de comprendre que d'un côté, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses, beaucoup d'experts qui parlent de choses que personne ne peut anticiper, ne peut comprendre. Et puis de l'autre côté, vous avez simplement des entreprises de qualité qui continuent. Alors, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas impactées, mais qui continuent de faire leur business, qui continuent d'enregistrer leur chiffre d'affaires, leurs marges, leurs bénéfices et qui continuent de distribuer des dividendes. Ça ne veut pas dire que certaines de nos sociétés ne seront pas impactées par ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, bon, c'est à peu près impossible qu'elles ne soient pas impactées. Simplement, on est en présence de sociétés qui ont déjà largement démontré par le passé. Il suffit de regarder leur politique de dividendes par le passé. On a certaines valeurs en portefeuille qui ont distribué un dividende sans discontinuer et sans jamais le baisser depuis pratiquement 200 ans. Je parle notamment des banques canadiennes.
Donc, vous imaginez bien qu'en l'espace de 200 ans, ces sociétés-là ont connu quand même un certain nombre de ralentissements économiques, de récessions, de dépression, puisque 200 ans, ça couvre largement la dépression des années 30. Elles ont connu 2 guerres mondiales, donc la récession des années 30, des crashs boursiers en veux-tu en voilà, plus leurs propres problèmes internes, hein, parce que bon, là, j'ai cité que des événements extérieurs. Et malgré tout, ces sociétés ont été capables de continuer à distribuer un dividende et à ne jamais le baisser. Alors effectivement, là où ça va nous impacter, c'est que si on va en récession, et là, je crois qu'il y a quand même un consensus qui est en train de se développer sur le fait que, si ce n'est cette année, là, ça sera l'année prochaine, l'économie US et sans doute mondiale, en tout cas, bon, les pays émergents, on verra, mais les pays développés devraient être en récession, si ce n'est cette année, l'année prochaine. Effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un ralentissement dans le taux de croissance de nos dividendes, ce qui impacte négativement le portefeuille, bien sûr. On l'a déjà vu à l'occasion de la dernière publication de trimestrielle, mais c'est la typologie des accidents, des petits accidents que peut rencontrer notre portefeuille. Notre portefeuille, il a 2 types d'accidents possibles. Le petit, donc, c'est un ralentissement du rythme de croissance des dividendes. Donc, les dividendes continuent d'être payés. Les dividendes ne sont pas réduits, mais simplement, ils montent moins vite que ce qui était prévu. Donc, ça, c'est un impact négatif, mais limité. Et puis, le gros accident, qu'on n'a jamais connu encore depuis le lancement et que j'espère ne jamais connaître, mais on a 20 ans devant nous, donc il est quand même peu probable qu'on n'ait jamais un gros accident. Le gros accident, ce n'est pas le taux de croissance du dividende qui ralentit, c'est le dividende lui-même qui est coupé en valeur absolue. Là, effectivement, c'est ce que j'appelle un gros accident parce que l'impact sur le portefeuille et sur son niveau de revenu attendu, bien évidemment, est supérieur. Donc, on a beau investir sur des valeurs de qualité, il est évident qu'on aura des accidents, petits et gros, sur les prochaines années. C'est à ça pour disons, limiter l'impact de ces accidents gros et petits qu'on a une gestion qui place la qualité avant tout. C'est pour ça que je mets toujours l'accent sur le score de fiabilité et sur le rating investment grade de notre portefeuille. C'est pour ça qu'on a une diversification. Je crois qu'on a, si je ne me trompe pas, 33 titres en portefeuille. C'est pas simplement avoir 33 sociétés différentes, c'est aussi avoir des sociétés qui ne sont pas toutes exposées au même secteur, qui n'est pas la même cyclicité, qui n'est pas la même dépendance au niveau des taux d'intérêt, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on a la présence structurelle de cash en portefeuille. La position de cash aujourd'hui, elle est à peu près équivalente à la position moyenne, à ce qu'est le poids moyen d'une société que nous avons en portefeuille, ce qui nous permet, dans l'hypothèse où on a vraiment un gros accident et qu'on doive vendre une ou deux sociétés en forte baisse, parce qu'il est évident que si une société coupe son dividende de 20, 30, 40, 50%, le cours s'effondre. Donc, ce qui nous permet, si on est obligé de vendre des sociétés en très forte perte, parce qu'elles ont coupé leurs dividendes, ce qui nous permet de récupérer ce qu'on peut de cette vente, parce que certes, on perd 50%, mais ça veut dire qu'il y a quand même 50% de l'argent qu'on avait investi à l'origine qui est récupérable. On complète ça avec, en tapant dans la poche de liquidité du portefeuille, et on part sur autre chose. Ce qui nous permet de ne pas tomber dans le piège dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs, notamment particuliers, investisseurs privés, c'est lorsqu'ils sont en moins-value, de se dire bon, j'ai pas la conviction, j'ai pas la force suffisante pour me dire, en le mettant que j'ai le cash, je vais acheter plus parce qu'aujourd'hui on est sur des niveaux très intéressants. Ils n'ont pas envie non plus, parce que ça fait trop mal, de vendre en perte. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, ils attendent simplement que le cours revienne sur leur niveau d'achat pour revenir à break-even et vendre. Sauf que, personne n'a dit qu'un cours qui tombe doit forcément revenir au niveau sur lesquels vous avez acheté l'action. Et deux, surtout, personne n'a dit que ce retour doivent se faire sur un horizon temporel raisonnable.
Si ça prend 3 mois, bon, c'est pas très grave. Mais si ça prend des années, 5 ans ou 10 ans, ça veut dire que vous avez immobilisé du capital sur un horizon temporel très très long, tout ça pour sortir à zéro. Alors, zéro en nominal, parce que si vous avez investi, s'il faut 5 ans pour que le titre revienne sur vos niveaux d'achat, vous imaginez bien qu'en 5 ans, vous avez eu de l'inflation, et donc, vous avez peut-être une performance nominale à zéro, ce qui est quand même pas très glorieux, mais par contre, en termes réels, votre performance, elle est négative. Donc, avoir du cash en portefeuille, c'est ce qui vous donne, ça paraît stupide lorsque tout va bien et qu'on se dit, bah, si au lieu d'avoir du cash, on l'avait investi, bah, effectivement, le rendement du portefeuille serait supérieur, ça c'est mathématique. Sauf que quand les marchés se cassent la figure et qu'on est en présence d'opportunités parce qu'on trouve des niveaux de prix très intéressants, bah, si vous n'avez pas de cash, vous avez juste vos yeux pour pleurer, vous voyez les opportunités, puis vous ne pouvez pas les saisir. C'est à ça que sert le cash. C'est ce qu'on appelle l'optionnalité du cash. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est EPD, donc c'est l'entreprise qui a annoncé son dividende, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc 47 $ de dividendes encaissés cette semaine. On est à pratiquement 4200 $ de dividendes encaissés au total depuis le lancement du portefeuille fin juin 2024. Ça, c'est le cumul de la liquidité reçue dans le portefeuille depuis le début du mois. Donc en vert, c'était la grosse tombée de dividendes de 300, pratiquement 400 $ dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et voilà, j'ai mis simplement pour distinguer la semaine, j'ai mis on va appeler ça orange, les 47 $ qui nous ont été versés cette semaine en provenance par la société Franklin Templeton dont le code est BEN. Donc les dividendes, ils sont là. Ça, c'est le cash, donc les versements qui sont faits régulièrement chaque semaine dans le portefeuille. Donc, au total, on est à 444 $ de dividendes reçus depuis le début du mois, 106 $ de versement de nouvelles liquidités dans le portefeuille. Donc, au total on est bien aux 550 dont je parlais tout à l'heure. Et qui vont, bien sûr, augmenter encore, puisque le mois d'avril n'est pas fini. Et je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je ne crois pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine semaine va être très, très riche en dividendes. Donc, évidemment, avoir du cash qui rentre, parce qu'on reçoit des dividendes, lorsque le marché est extrêmement volatile et connaît des baisses très très violentes, c'est évidemment une situation rêvée, puisque ça vous permet d'avoir du cash à investir et d'acheter plus d'argent, plus d'actions que prévu. Si vous avez 100 $ qui tombent et que vous voulez acheter des titres supplémentaires d'une société qui vaut 20 $, avec 100 $, vous en achetez 5 de titres. Mais si les titres ne valent plus que 10, parce qu'ils se sont effondrés en bourse, avec 100 $, vous en achetez 10. Et cette différence donc de 5 titres, elle fait une énorme différence. Alors, pas forcément sur le prochain trimestre ou sur l'année prochaine, même s'il y a une petite différence, mais après, vous cumulez ça par un effet boule de neige, l'effet du compounding, des intérêts composés, sur 20 ans, ça fait une énorme différence. Et puis surtout, ça veut dire que vous avez 10 titres supplémentaires qui s'ajoutent à la position historique que vous aviez déjà, plutôt que 5. Et ces 5 titres supplémentaires, évidemment, ne vous ont rien coûté. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Voilà, je crois que c'est tout. Après, bon, ça c'est le portefeuille. Voilà. Peut-être simplement ce dernier graphique qui vous montre donc semaine par semaine l'évolution de la valeur de notre portefeuille, c'est la ligne bleue, par rapport à l'évolution du S&P en orange. Donc, on peut voir que le portefeuille a été quand même beaucoup moins volatile en termes de prix que le S&P, ce qui est normal puisqu'on est investi sur des secteurs qui sont plutôt peu cycliques,
que beaucoup appelleraient boring. Si vous investissez en technologie, c'est clair que ce portefeuille, vous allez le qualifier de boring. Mais je pense que sur les 3 dernières semaines en particulier, vous auriez préféré être investi sur mon portefeuille que sur la tech. On verra ce que le futur nous donnera, mais voilà. Donc, il y a déjà une différence de volatilité donc, entre notre portefeuille et le S&P, mais surtout, la grosse différence de volatilité qui nous intéresse, c'est celle entre la valeur de notre portefeuille, qui dépend évidemment des cours de bourse, et le revenu attendu du portefeuille, qui sur ce graphique est représenté par les barres grises. Chaque semaine, vous avez une barre. Vous voyez par exemple que si on prend ici, alors c'est la semaine, à vue d'œil, on va dire, c'est la semaine 34. Le marché s'effondre puisqu'on est sur un indice de, on va dire, pour faire simple, 112. On tombe à disons 80 à 93, donc le marché s'effondre. Notre portefeuille qui tient bien au début finit aussi par baisser, mais évidemment dans des proportions bien moindres que le marché. Donc on a un marché qui s'effondre entre, on va dire, 34 et 40. Et si vous regardez le revenu attendu du portefeuille, en 34, il est là. On va dire qu'il est aux alentours de 4100. En 40, il est là. On est à 4002. C'est-à-dire que la valeur du portefeuille s'effondre parce que les prix en bourse s'effondrent, mais le revenu attendu du portefeuille, non seulement il ne s'effondre pas, mais il augmente. Voilà tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est un des intérêts d'une gestion de dividendes qui vous permet, entre autres choses, de garder la tête froide lorsque la volatilité des marchés devient très importante, et ce qui vous permet donc de continuer à faire en sorte que ce soit votre rationalité et non vos émotions qui dictent vos décisions d'investissement. Et puis également, beaucoup d'investisseurs donc sur la période semaine 34 à 40 ont dû sans doute faire de gros arbitrages au sein de leur portefeuille parce que la panique, on a quand même frôlé la panique pendant plusieurs séances au cours des quelques dernières semaines. Nous n'avons fait aucun arbitrage au sein du portefeuille depuis maintenant pas mal de temps. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Vous avez un portefeuille dont l'objectif est de générer un revenu. Tant que cet objectif de revenu n'est pas remis en cause par un changement, une détérioration de la politique de distribution des sociétés qu'on a en portefeuille, on n'a absolument aucun intérêt, ça ne fait pas de sens de faire des changements au sein du portefeuille, sachant que généralement, les changements qu'on fait, justement parce que quand on les fait, quand il y a de la volatilité, c'est plutôt nos émotions qui dictent ces changements. Souvent, ce ne sont pas de très bonnes décisions. Voilà, je crois que j'en ai fini cette fois. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine.